Bonsoir à tous. Bienvenue à Citéco. Je suis ravie de vous accueillir cette nocturne. Vous connaissez le topo, il faut éteindre son téléphone portable. Je vous rassure, je crois qu'on ne capte pas vraiment. Pire, c'est pas très grave. À la suite de la présentation, il y aura une petite discussion hors plateau, si vous le souhaitez, vous pouvez poser des questions. Et puis on pourra tous se retrouver dans l'espace d'exposition permanente. Vous pouvez aussi découvrir une exposition qu'on inaugure ce soir de Samuel Bollinger, un photoreporter. Il a traversé le monde. Et là, on a une vision de 7 endroits de la Terre qui ont été pollués, malheureusement à jamais. Voilà. Samuel est là ce soir, donc vous pouvez aussi échanger avec lui. Je vous souhaite une très bonne soirée. Bonsoir. Enchanté aussi d'être sur scène avec notre ami Camille Etienne, avec Jean Caudreau, parce que Abdelrahim Benelal revenait d'Algérie, il était très malade cette nuit, donc Jean-Claude a bien voulu le remplacer au pied levé. C'est un ami de longue date, donc aujourd'hui on va vous parler de beaucoup d'histoires qui tout ont trait effectivement sur la appelle maintenant l'écologie, beaucoup de textes du 19e siècle, et notamment, bien sûr, des textes de Baudelaire, mais Victor Hugo et Georges Sand, qui sont très importants dans cette histoire, parce que c'est grâce à eux, vraiment les deux, que la forêt de Fontainebleau a été sauvée d'un attaque. Il y a un comité de protection artistique de la forêt qui s'est créé dans les années 1860, et Victor Hugo a été le président d'honneur, et Georges Sand, qui œuvrait pour la protection de cette forêt depuis au moins les années 1830, a écrit une tribune incroyable dans le journal Le Temps, qui est l'ancêtre du journal Le Monde. Et ce soir, voilà, ce sera Camille Etienne qui va incarner ces mots incroyables de Georges Sand. Une excellente soirée à vous. Le jardin du bonheur, un texte de Patrick Scheder. Le jardin nous rassemble tous, quelle que soit notre culture, nos croyances ou nos métiers. C'est le lieu de la paix active. Les végétaux, les animaux près de nous y vivent et nous vivons avec eux en dialogue. La nature en ville nous offre ce lieu de rencontre, de bénéfices réciproques et d'abandon à soi-même. Le potager entretient toujours ce lien actif entre l'homme et sa terre. Mais au-delà, le jardin est le plus beau des prétextes.
celui de se reconnaître pleinement terrien. Quand Épicure achète ce terrain à Athènes, qu'on appellera le jardin, c'est pour affirmer la double faculté du mot culture, la culture de l'esprit et celle du sol, indissociable. Car les sens s'y éveillent. Le bon sens, celui qui va dans le sens de la vie. Voilà un mot que l'on ose trop employer. Ce bon sens ferait trop paysan, trop simpliste. La technologie ne nous a-t-elle pas apporté, appris à défier ce sens qui serait bon? Et d'ailleurs, que serait le mauvais ou le contresens? Nous y sommes, précisément. Il suffira d'ouvrir la radio ou les yeux. La réponse est dans la souffrance qui parcourt les végétaux comme les humains. On pourrait à ce titre avancer une autre définition du contresens, ce qui sape notre vie. Cette biodiversité qu'on défend, il nous la faut comprendre comme une fable profonde qui englobe toute créature. Là où souffre le végétal, souffre l'homme. Là où la biodiversité s'appauvrit, l'homme aussi. L'homme est biodivers comme le sont les végétaux. Une profonde logique de complémentarité sous-tend ce que notre œil perçoit à peine. Chaque plante, chaque être nous sont utiles au sens noble du terme, indispensables à une vie riche. Et si cet être vivant est aimé et reconnu comme tel, précieux, il vivra heureux dans son jardin comme ailleurs.
Le jardin naturel. Je préfère aux jardins arrangés et soignés ceux où le sol, riche par lui-même de plantes locales, permet le complet abandon de certaines parties. Et je classerais volontiers les végétaux en deux camps. Ceux que l'homme altère et transforme pour son usage, et ceux qui viennent spontanément. Rameaux, fleurs, fruits ou légumes, cueillez tant que vous voudrez les premiers. Vous en semez, vous en plantez. Ils vous appartiennent. Vous suivez l'équilibre naturel. Vous créez et détruisez. Mais n'abîmez pas inutilement les secondes. Elles sont bien plus délicates, plus précieuses pour la science et pour l'art. Ces mauvaises herbes, comme les appellent les laboureurs et les jardiniers, elles sont vraies. Elles sont des types, des êtres complets. Elles nous parlent notre langue, qui ne se compose pas de mots hybrides et vagues. Elles présentent des caractères certains, durables. Et quand un milieu a imprimé à l'espèce une modification notable, que l'on en fasse ou non une nouvelle espèce nouvellement observée et classée, ce caractère persiste avec ce milieu qui l'a produit. La passion de l'horticulture fait tant de progrès que peu à peu, tous les types primitifs disparaîtront peut-être, comme a disparu le type primitif du blé. Pénétrons donc avec respect dans les sanctuaires où la montagne et la forêt cachent et protègent le jardin naturel. J'en ai découvert plus d'un, et même assez près des endroits habités. Un taillis épineux, un coin inondé par le cours égaré d'un ruisseau, les avait conservés vierges de pas humains. Dans ces cas-là, je me garde bien de faire part de ces trouvailles. On dévasterait tout. Ce jardin, ainsi livré à lui-même depuis plus d'un demi-siècle, était devenu extraordinaire et charmant. Les passants, d'il y a 40 ans, s'arrêtaient dans cette rue pour le contempler, sans se douter des secrets qu'il dérobait derrière ces épaisseurs fraîches et vertes. Plus d'un songeur à cette époque a laissé bien des fois ses yeux et sa pensée pénétrer indiscrètement à travers les barreaux de l'antique grille, cadenassée, tordue, branlante, scellée à deux piliers verdus, moussus, bizarrement couronnés d'un fronton d'arabesques indéchiffrable. Il y avait un banc de pierre dans un coin, une ou deux statues moisies, quelques treillages décloués par le temps, pourrissants sur le mur. Du reste, plus d'allées, ni de gazon, du chien-dent partout. Le jardinage était parti et la nature était revenue. Les mauvaises herbes abondaient. Aventure admirable pour un pauvre coin de terre. La fête des giroflées y était splendide. Rien dans ce jardin ne contrariait l'effort sacré des choses vers la vie. La croissance vénérable était là, chez elle.
Les arbres s'étaient baissés vers les ronces étaient montés vers les arbres. La plante avait grimpé, la branche avait fléchi. Ce qui rampe sur la terre avait été trouvé, ce qui s'épanouit dans l'air, ce qui flotte au vent s'était penché vers ce qui se traîne dans la mousse. Troncs, rameaux, feuilles, fibres, touffes, vrilles, sarments, épines s'étaient mêlés, traversés, mariés, confondus. La végétation, dans un embrassement étroit et profond, avait célébré et accompli là, sous l'œil satisfait du Créateur, en cet enclos de 300 pieds carrés, le saint mystère de sa fraternité, symbole de la fraternité humaine. Ce jardin n'était plus un jardin, c'était une broussaille colossale, c'est-à-dire quelque chose qui est impénétrable, comme une forêt, peuplée comme une ville, frissonnant comme un nid, sombre comme une cathédrale, odorant comme un bouquet, solitaire comme une tombe, vivant comme une foule. C'est un extrait des Misérables de Monsieur Victor Hugo.
Quand j'étais enfant, ma chère Aurore, j'étais très tourmentée de ne pouvoir saisir ce que les fleurs se disaient entre elles. Mon professeur de botanique m'assurait qu'elles ne disaient rien. Soit qu'il fût sourd, soit qu'il ne voulut pas me dire la vérité. Il jurait qu'elles ne disaient rien du tout. Je savais bien le contraire. Je les entendais bâiller confusément, surtout à la rosée du soir. Mais elles parlaient trop bas pour que je puisse distinguer leurs paroles. Et puis elles étaient méfiantes. Et quand je passais près des plates-bandes du jardin ou sur le sentier du pré, elles s'avertissaient par un espèce de psst qui courait de l'une à l'autre. C'était comme si l'on eût dit sur toute la ligne « Attention, taisons-nous. Voilà l'enfant sauvage qui nous regarde. » Je m'y obstinais. Je m'exerçais à marcher si doucement, sans frôler le plus petit brin d'herbe, qu'elles ne m'entendirent plus et que je pus m'avancer tout près. Tout près. Alors, en me baissant sous l'ombre des arbres pour qu'elles ne vissent pas la mienne, je saisis enfin des paroles articulées. Il fallait beaucoup d'attention. C'était de si petites voix, si douces, si fines, que la moindre brise les emportait et que le bourdonnement des sphinx et des noctuelles les couvrait absolument. Je ne sais pas quelle langue elles parlaient. Ce n'était ni le français, ni le latin qu'on m'apprenait alors. Mais il se trouva que je comprenais fort bien. Il me semblait même que je comprenais mieux ce langage que tout ce que j'avais entendu jusqu'alors. Le discours du chef indien Seattle. Ce discours prononcé en 1854 par Seattle, chef des tribus du Wamish et Suquamish, devant le gouverneur Isaac Stevens. Le grand chef de Washington nous a fait part de son désir d'acheter notre terre. Nous allons considérer votre offre, car nous savons que si nous ne vendons pas, l'homme blanc va venir avec ses fusils et va prendre notre terre. Mais peut-on acheter ou vendre le ciel, la chaleur de la terre? Étrange idée pour nous. Si nous ne sommes pas propriétaires de la fraîcheur de l'air, ni du miroitement de l'eau, comment pouvez-vous nous l'acheter? Le moindre recoin de cette terre est sacré pour mon peuple. Chaque aiguille de pin luisante, chaque grève sablonneuse, chaque écharpe de brume dans le bois noir, chaque clairière, le bourdonnement des insectes, tout cela est sacré dans la mémoire et la vie de mon peuple. La sève qui coule dans les arbres
porte les souvenirs de l'homme rouge. L'air est précieux à l'homme rouge, car toute chose partage le même souffle. Les bêtes, les arbres, l'homme, tous participent du même souffle. Je suis un sauvage et ne comprends pas les autres usages. J'ai vu 1000 buffles pourrir sur la prairie, abandonnés par l'homme blanc qui les avait abattus d'un train en marche. Je suis un sauvage qui ne comprend pas que le cheval de fer fumant puisse être plus important que le buffle, lui que nous tuons pour rester en vie. Où est l'homme sans les bêtes? Si toutes les bêtes disparaissaient, l'homme mourrait d'une grande solitude de l'esprit. Car tout ce qui arrive aux bêtes ne tarde pas à arriver à l'homme. Toutes choses sont liées. Nous le savons. La terre n'appartient pas à l'homme. C'est l'homme qui appartient à la terre. Nous le savons. Toutes choses sont liées. Comme par le sang qui unit une même famille. Toutes choses sont liées. Tout ce qui arrive à la terre arrive au Fils de la terre. L'homme n'a pas tissé la toile de la vie. Il n'est qu'un fil du tissu. Tout ce qu'il fait à la toile, il le fait à lui-même. La terre est précieuse et qui porte atteinte à la terre couvre son Créateur de mépris. Les Blancs passeront, eux aussi, et peut-être avant les autres tribus. Continuez à souiller votre lit, et une belle nuit, vous étoufferez dans vos propres déchets. Où est le fourré? Disparu. Où est l'aigle? Il n'est plus. Qu'est-ce dire adieu au poney agile et à la chasse? C'est finir de vivre et se mettre à survivre. Lorsque le dernier peau rouge aura disparu de cette terre et que son souvenir ne sera plus que l'ombre d'un nuage,
glissant sur la prairie, ses rives et ses forêts abriteront encore les esprits de mon peuple. Car ils aiment cette terre comme le nouveau-né aime le battement du cœur de sa mère. Ainsi, si nous vous vendons notre terre, aimez-la comme nous l'avons aimée. Prenez soin d'elle, comme nous en avons pris soin. Voici une lettre que je reçois. La pétition des artistes avait obtenu auprès de Monsieur le Président de la République l'accueil le plus favorable. Néanmoins, l'adjudication de la plus grande partie des lots a eu lieu au jour indiqué. Pour essayer d'empêcher à l'avenir d'aussi vastes mutilations, les signataires de la pétition se sont constitués en comité de protection artistique de la forêt de Fontainebleau. Et, pour bien préciser leur but, ont voté à l'unanimité la résolution suivante. Que la forêt de Fontainebleau doit être assimilée aux monuments nationaux et historiques, qu'il est indispensable de conserver à l'admiration des artistes et des touristes, et que sa division actuelle en parties artistiques et non artistiques ne doit être acceptée que sous toutes ses réserves.
Je ne suis pas bien au courant de ce qui s'est passé à l'égard de la forêt de Fontainebleau, mais peu importe. Il ne s'agit pas pour moi de critiquer ce que j'ignore. Il s'agit d'approuver tout effort tenté pour la conservation de ce monument nature, très logiquement classé par les pétitionnaires parmi les monuments nationaux. Le dépecer, le vendre, c'est l'anéantir. Et je n'hésite pas à jurer que c'est là un sacrilège. Les grands végétaux sont des foyers de vie qui répandent au loin leurs bienfaits. Et s'il est dangereux ou nuisible de vivre éternellement sous leur ombre directe, il est bien prouvé que supprimer leur émanation, c'est changer de manière funeste les conditions atmosphériques de la vie humaine. C'est supprimer ces grands éventails qui renouvellent l'air et divisent l'électricité sur nos têtes. C'est aussi appauvrir le sol, qui est doué, pour ainsi dire, d'une circulation sous-cutanée. La rage de la possession individuelle doit avoir certaines limites que la nature a tracées. Arrivera-t-on à prétendre que l'atmosphère doit être partagée, vendue, accaparée par ceux qui auront les moyens de l'acheter? Si cela pouvait se faire, voyez-vous d'ici, chaque propriétaire balayant son coin de ciel, entassant les nuages chez son voisin, ou, selon ses goûts, les parquant chez lui et demandant une loi qu'il défende. J'espère que cet heureux temps ne viendra pas. Mais je crois que la destruction des belles forêts est un rêve non moins monstrueux. Et qu'on ne doit pas plus retirer les grands arbres du domaine public intellectuel que leurs influences salubres à l'hygiène publique. Ils sont aussi sacrés que les nuages fécondants avec lesquels ils entretiennent des communications incessantes. Ils doivent être protégés et respectés, ne jamais être livrés aux caprices barbares ou aux besoins égoïstes de l'individu. Beaux et majestueux, jusque dans leur décrépitude. Ils appartiennent à nos descendants, comme ils ont appartenu à nos ancêtres. La plupart des étendues boisées se sont resserrées. Où trouver maintenant la forêt des Ardennes? Les forêts qui subsistent sont à l'état de coupe réglée et non point de beauté durable. Les besoins deviennent de plus en plus pressants. L'arbre, à peine dans son âge adulte, est abattu sans respect et sans regret. Que de colosses admirables les personnes de mon âge ont vu tomber. Il n'y en a plus. Il faut inventer des charpentes en fer. On ne pourra bientôt plus trouver ni poutres ni chevrons. Partout, le combustible renchérit et devient rare. La houille est chère aussi. La nature s'épuise et l'industrie scientifique ne trouve pas les remèdes assez vite. Irons-nous chercher tous nos bois de travail en Amérique? Mais la forêt vierge va vite aussi et s'épuisera à son tour. Si on y prend garde, l'arbre disparaîtra et la fin de la planète par dessèchement viendra, sans cataclysme nécessaire, par la faute de l'homme. N'en riez pas. Ceux qui ont étudié la question n'y songent pas sans épouvante. On replantera beaucoup, je le sais, mais on s'y est pris si tard que le mal est peut-être irréparable. Encore un été comme celui de 1870 en France, et il faudra voir si l'équilibre peut se rétablir entre les exigences de la consommation et les forces productives du sol. Il y a une question qu'on n'a pas assez étudiée et qui reste très mystérieuse. C'est que la nature se lasse quand on la détourne de son travail. Elle a ses habitudes, elle quitte sans détour quand on les dérange trop longtemps. Elle donne alors à ses forces un autre emploi. Elle voulait bien produire de grands végétaux, elle y était portée, elle leur donnait la sève avec largesse. Condamnée à se transformer sous d'autres influences,
la terre transforme ses moyens d'action. Défrichée et engraissée, elle fleurit et fructifie à la surface. Mais la grande puissance qu'elle avait pour les grandes créations, elle ne l'a plus. Et il n'est pas sûr qu'elle la retrouve quand on lui la redemandera. Le domaine de l'homme devient trop étroit pour ces agglomérations. Il faut qu'il l'étende. Il faut des populations qui émigrent vers le désert. Tout va encore par ce moyen. La planète est encore assez vaste et riche pour le nombre de ses habitants. Il y a un grand péril en la demeure. C'est que les appétits de l'homme sont devenus des besoins impériaux que rien n'enchaîne. Et que si ces besoins ne s'imposent pas dans un temps donné, une certaine limite, il n'y aura plus de proportion entre la demande de l'homme et la production de la planète. Qui sait si les sociétés disparues, envahies par le désert, qui sait si notre satellite, que l'on dit vide d'habitants, est privé d'atmosphère, n'ont pas péri par l'imprévoyance des générations et l'épuisement des forces trop surexcitées de la nature ambiante. En attendant que l'humanité s'éclaire et se ravise, gardons nos forêts, respectons nos grands arbres, et s'il faut que ce soit au nom de l'art, si cette considération est encore de quelque poids par les temps de ruralité réaliste qui courent, écoutons et secondons nos vaillants artistes. Mais nous tous, protestons aussi au nom de notre propre droit et fort de notre propre valeur, contre des mesures d'abrutissement et d'insanité. Pendant que de toutes parts, on bâtit des églises fort laides. Ne souffrons pas que les grandes cathédrales de la nature, dont nos ancêtres eurent le sentiment profond en élevant leurs temples, soient arrachées à la vénération de nos descendants. Quand la terre sera dévastée et mutilée, nos productions et nos idées seront à l'avenant des choses pauvres et laides qui frapperont nos yeux à toute heure. Les idées rétrécies réagissent sur les sentiments qui s'appauvrissent et se faussent. L'homme a besoin de l'Éden pour horizon. Je sais bien que beaucoup disent « Après nous, la fin du monde ». C'est le plus hideux et le plus funeste blasphème que l'homme puisse proférer. C'est la formule de sa démission d'homme. Car c'est la rupture du lien qui unit les générations et qui les rend solidaires les unes des autres. George Sand, 1872. On n'est jamais parvenu à percer l'énigme, le secret du sourire de la Joconde. Et peut-être observe-t-elle ce conte de son auteur, Leonardo da Vinci, qu'il appelait la pierre. Depuis peu, les pierres, les pluies avaient fait affleurer une pierre de grande taille à la surface du sol. Elle se trouvait sur une hauteur, parmi des touffes d'herbes et des fleurs de toutes sortes et de toutes couleurs, près d'un bosquet surplombant une route caillouteuse. Voyant la quantité immense de pierres en contrebas, l'envie lui vint de se laisser tomber
vers elle. Et elle se dit, mais qu'est-ce que je fais avec cette herbe? J'ai envie d'habiter avec mes sœurs. Sitôt dit, sitôt fait, elle se laisse tomber et finit sa course parmi ses chers semblables. Mais bientôt, les roues des chariots, les sabots ferrés des chevaux et les pieds des voyageurs commencent à lui faire endurer une souffrance incessante. Tantôt, on la retourne, tantôt, on la piétine, tantôt, on lui ôte un éclat, tantôt, elle se couvre de boue ou de la fiente de quelque animal. Et c'est en vain qu'elle se tourne vers l'endroit qu'elle a quitté. En vain qu'elle soupire après ce lieu où elle goûtait une paix solitaire. Et c'est aussi ce qui arrive à ceux qui décident de quitter une vie retirée et contemplative pour venir habiter en ville, parmi des peuples accablés de maux infinis.
Mon enfant, ma sœur, songe à la douceur d'aller là-bas vivre ensemble. Aimer à loisir. Aimer et mourir au pays qui te ressemble. Les soleils mouillés de ces ciels brouillés, pour mon esprit ont les charmes si mystérieux de tes traîtres yeux, brillants à travers leurs larmes. Là, tout n'est qu'ordre et beauté, luxe, calme et volupté. Des meubles luisants, polis par les ans, décoreraient notre chambre. Les plus rares fleurs, mêlant leurs odeurs aux vagues senteurs de l'ambre, les riches plafonds, les miroirs profonds, la splendeur orientale, tout y parlerait à l'âme en secret sa douce langue natale. Là, tout n'est qu'ordre et beauté, luxe, calme et volupté. Vois sur ces canaux dormir ces vaisseaux dont l'humeur est vagabonde. C'est pour assouvir ton moindre désir qu'ils viennent du bout du monde. Les soleils couchants revêtent les champs, les canaux, la ville entière d'hyacinthe et d'or. Le monde s'endort dans une chaude lumière. Là, tout n'est qu'ordre et beauté, luxe, calme et volupté.
Merci pour cet accueil chaleureux. Alors, Aurélie, je ne me souviens pas si tu as dit comme un petit moment de discussion, du moins, voilà, si les invités le sont. Oui, c'est ça. Bon, c'est toujours particulier de reprendre la parole après un spectacle. On aime bien toujours un peu atterrir. Mais surtout vous. Si vous aviez des questions, si vous avez envie d'échanger, et des ressentis, des questions. Je voudrais savoir qui est l'auteur du texte sur les fleurs qui parlent. Tout Georges Sand. Ah, c'est génial. J'ai lu que du Georges Sand, c'est ça. Ça s'appelle Ce que disaient les fleurs et c'est dans un livre où elle parle beaucoup de botanique. L'édition, tu sais? Oui, je crois que c'est Les Nouvelles Lettres d'un voyageur ou Les Contes d'une grand-mère. Je sais plus. Les contes d'une grand-mère. C'est Les Contes d'une grand-mère. Je me souviens d'avoir Ouais. appris à l'école. C'est ça. Les Contes d'une grand-mère, vraiment, c'est une ligne de réflexion écologique et grandeur de Georges Sand. C'est incroyable. Excusez-moi, est-ce que vous pouvez prendre les micros parce qu'on a des gens qui suivent Pardon. à distance? On disait juste que tous les textes que j'ai lus sont donc des textes de Georges Sand et que celui qui s'appelle Ce que disent les fleurs, qui est le deuxième que j'ai lu, vient des contes de grand-mère. Comment avez-vous choisi les nocturnes? Est-ce qu'elles parlent avec les textes aussi? Alors, les musiques, en fait, j'ai choisi toujours un peu au dernier moment. C'est pour ça que je tordais des pages, j'y réfléchissais. Parce que, en fait, c'est un spectacle qu'on donne très souvent avec Camille, avec Jean-Claude en extérieur. C'est rare qu'on le donne en salle. Et je trouve que c'est l'improvisation, y compris choisir des moments, le morceau qu'on va jouer, ça s'accorde très bien à la nature, qui est changeante, qui est mouvante. Du vent, les feuilles qui poussent, qui tombent, le mouvement sans cesse. Voilà. Donc on n'a pas un truc qui est figé. Aujourd'hui, on a choisi un ordre de tes textes, et une autre fois, ça sera encore un autre ordre. Voilà. Donc c'est un peu l'inspiration aussi du moment. Peut-être un petit mot sur l'écologie culturelle, parce que c'est aussi comme ça qu'on... Oui, alors en fait, le but, c'est vrai, de ce spectacle, c'était une partie de l'écologie culturelle, qui est de dire notre réflexion sur l'écologie, elle a des racines qui sont très très profondes. Là, on s'est intéressé plus particulièrement au 19e siècle, qui a été un moment de prise de conscience avec la révolution industrielle, que la nature, la campagne, Georges Sand habitait au fin fond du Berry, elle voyait les haies qui étaient en train d'être arrachées, etc., des sujets totalement actuels. Et quand elle défend la forêt de Fontainebleau, c'est parce qu'elle la connaît depuis qu'elle a une vingtaine d'années. Il était venu avec Alfred de Musset, qui avait des hallucinations dans la forêt. Elle avait plutôt la tête sur les épaules. Ça ne l'a pas beaucoup impressionné, le petit sketch avec Musset. Mais elle a, avec les peintres de Barbizon, lutté pour que cette forêt soit préservée. Et ils ont réussi. Et c'était un peu une sorte de symbole de dire les artistes, finalement, peuvent obtenir au travers d'une sorte de ZAD du 19e siècle. C'est un peu aussi le titre de ce qu'on avait choisi ce soir. Ils peuvent obtenir des résultats. Il y a la science, il y a la politique, et il y a aussi des artistes qui peuvent créer un mouvement de foule. Et finalement, ils ont gagné parce que dès 1861, la forêt a été préservée pour un peu plus de 1000 hectares. C'était la première mesure de protection au monde d'un espace naturel. Avant, les grands espaces comme les parcs comme Yellowstone, par exemple, aux États-Unis, seulement 11 ans après. Et puis, comme on avait perdu la guerre de 1870, qu'on devait 5 milliards or à l'Allemagne, l'État a dit, bon, d'accord, c'est peut-être protégé, mais nous, on a besoin d'argent. Il faut qu'on rembourse les Allemands. Et donc, il a été question de nouveau d'abattre. Et là, c'est le texte que tu disais tout à l'heure, Camille, qui est une tribune, en fait. C'est la première tribune, à ma connaissance, écologique en France, pour défendre cette forêt et dire, il n'y a pas seulement l'art qui est important, il y a aussi que si on abat les forêts, l'atmosphère va s'assécher. Enfin, un discours
finalement à 100% avec les mêmes mots que maintenant. Mais je pense que tu en parleras mieux que moi, Camille, parce que c'est ton combat. Voilà, c'était celui de George Sand. Et puis, voilà, et moi je trouve intéressant que des jeunes filles comme Camille, qui sont emblématiques d'une sensibilité et puis d'une lutte, puissent s'emparer de ces textes et dire, mais voilà, le passé, il est présent, on a des racines dans nos questionnements et ça donne des outils de connaissance et de compréhension. Ça nous permet de nous situer, finalement. Allez-y, madame. Je répéterai. J'ai pas réussi à identifier le texte où vous faites le dialogue avec l'Indien. Quel est l'auteur, s'il vous plaît? Pardon. C'est le texte du chef indien. C'est un discours qui est connu c'est le discours du chef indien, puisqu'il était devant à Washington. Il était très officiellement. Voilà, c'est sa réaction, c'est ça. Oui, ce discours est très connu. Dans ce moment où, justement, il y avait une expropriation des terres de l'homme rouge, comme ça. Et voilà, c'est un discours très puissant, connu, étonnant, oui, de résistance. Oui, c'est ça. Il était question de mettre les Indiens dans une réserve. Voilà. En fait, c'est assez particulier aux États-Unis parce qu'il y a eu des mesures de protection de la nature. Et puis aussi de certaines tribus, on a fait des réserves. Voilà. On a mis la nature et les Indiens dans des coins, en quelque sorte. C'est très particulier comme manière de réfléchir à la protection de l'environnement. On les a parqués, oui. Voilà, c'est ça. Si on fait le lien avec, au titre et au nom de la protection de l'environnement dans certains pays africains, on peut inversement faire sortir les locaux pour retrouver la nature avant que ceux qui aujourd'hui s'en occupent depuis des millénaires restent. Donc c'est intéressant effectivement de voir que là on les a parqués, et là dans notre volonté de conserver la nature en Afrique, on dit aux villageois africains out. Là-dessus, il y a une ONG qui s'appelle Survival qui fait un très bon travail, je trouve, justement de trouver d'autres moyens de cohabiter. Ça a été un grand enjeu de la COP biodiversité. C'est les grands débats sur les fameux 30-30. Qu'est-ce qu'on protège? Qu'est-ce que ça veut dire protéger? Est-ce qu'on peut protéger précisément sans ceux qui y habitent? Quelle légitimité on a de le faire? Quand on sait que plus de 80% de la biodiversité qui nous reste aujourd'hui vient de peuples qu'on appelle autochtones, on peut se poser la question sur notre légitimité, nous, à les protéger alors qu'on a à peu près détruit une immense partie. Donc non, c'est des questions criantes d'actualité. Il y a beaucoup de débats dans les modèles de protection des organisations mainstream, notamment WWF, mais d'autres, qui rentrent parfois en contradiction avec d'autres modes de protection, en tout cas d'habitation de ces écosystèmes-là. C'est des débats intéressants. Moi, ce qui m'a beaucoup marqué, c'est vraiment cette volonté. Enfin, je pense que les personnes qui suivent aussi Camille ont remarqué ça, mais de mêler science et art et littérature qu'on a tendance à séparer parfois en créant justement des dualismes et de donner l'impression que l'un et l'autre auraient leur propre sujet, leur propre domaine. Et je voulais vous remercier. Je trouve ça beau justement de réussir à vraiment créer des liens entre les disciplines et de concerner aussi tout le monde justement. Et merci à vous de prendre le temps. Ça me fait toujours bizarre de voir qu'il y a autant de personnes qui décident de passer quelques heures sans regarder aucun écran, sans avoir de lumière qui arrive de partout. Non, mais c'est beau et c'est rare. On a beaucoup trop peu d'endroits, de moments de paix comme ça. Je trouve que c'est vraiment très juste. Donc, merci de le prendre. Je pense que malgré nous, pas malgré nous, peut-être très consciemment, on participe dans ces moments humblement au ralentissement du monde. Je crois qu'on en a terriblement besoin. Donc, merci d'être là. Merci beaucoup. Hop.
Je...